Alors, Marc Albinet, du coup, bonjour. On se présente quand même avant, donc moi c'est Blogeco. Voilà, donc anciennement blog, maintenant chaîne YouTube sur tout ce qui est critique et culture geek. Et donc toi, tu as été le game director sur Assassin's Creed Unity. C'est ce qui va nous intéresser ici. Moi, ce que j'aimerais savoir en premier temps, c'est quel est le parcours que tu as fait pour en arriver là. Parce que quand on cherche sur le net, en fait, on trouve quasiment rien sur toi. Enfin, moi, j'ai trouvé 2 lignes sur le wiki d'Assassin's Creed Unity et rien de plus. J'ai pas vu de page Wikipédia ou quoi, donc je suis un peu curieux. C'est marrant parce qu'on m'a posé la question plein de fois aujourd'hui. Non, mais parce que en fait, il y a plein de gens, jeunes qui veulent se lancer dans le métier puis qui me demandent comment j'ai fait c'est quoi mon parcours en fait. Mon parcours, il est super simple. Il commence il y a presque 30 ans. Donc c'est pour ça que, si tu veux, après, je sais pas, c'est 27 ou 28 ans, mais je sais pas exactement parce que je me souviens plus précisément de la date où j'ai commencé. Non, mais voilà, j'ai commencé à 18 ans. J'ai répondu à une annonce dans Tilt, qui était le magazine de l'époque. Une annonce d'Ubisoft qui cherchait des gens pour faire des jeux, puis moi je graffais, donc j'ai répondu Ubisoft et je me suis retrouvé une semaine après à faire des jeux pour Ubisoft. Voilà. Et puis j'ai continué à en faire, je faisais mes études en même temps, je faisais des études de cinéma. Et j'ai continué à faire du jeu en parallèle. Et puis rapidement, en fait, quand je suis arrivé, j'ai eu mon bac et que j'ai fait ma maîtrise de ciné. Derrière, plutôt que de chercher du boulot, j'avais déjà du boulot en fait. Ça faisait plusieurs années que je faisais du jeu. Je vais pas dire dans mes temps libres, mais enfin plus que ça. Donc j'avais déjà sorti plein de jeux, donc j'ai continué, puis j'ai un parcours professionnel qui a été celui qu'il a été. J'ai fait plein de trucs, mais tu peux trouver plein de choses sur LinkedIn. Tu tapes mon nom sur LinkedIn, tu vas tout trouver. Non, il y a aucun problème, mais voilà, donc donc ça fait après quasiment 28 ans, j'ai bossé chez Infogrames, j'ai travaillé dans les studios indés à Lyon beaucoup. Ubisoft que j'ai connu en début de carrière, donc il y a quasi 27-28 ans. À l'époque je faisais du Commodore 64 et de l'Amiga, donc c'est très très loin. Et je suis revenu chez Ubi il y a 5-6 ans à Paris, là au siège, et puis je suis parti à Montréal il y a 3 ans. Et donc je suis revenu chez Ubi parce que j'ai un niveau d'expertise en game design qui est important, et je suis parti à Montréal Montréal est venu me chercher en fait. Voilà. Et donc je suis parti là-bas pour plein de trucs, et très rapidement on m'a demandé d'aller travailler sur Unity. Voilà. Ce qui m'offre du coup une bonne transition, parce que je voulais parler un petit peu de Unity. Alors ça va peut-être être des questions qu'on t'a sûrement déjà posées. Moi, ce que j'aimerais savoir premièrement, c'est que donc Assassin's Creed Unity, pour les gens qui connaîtraient pas, c'est donc le dernier épisode d'Assassin's Creed. Enfin, il y a eu celui qui se passe en Chine, dont j'ai perdu le nom par contre, qui est sorti, je crois, qui va sortir, Chronicles, qui va arriver, et on commence à parler de celui qui va être à Londres aussi. Je suis désolé, par contre j'ai perdu les noms. Il y en a eu tellement. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que je sais qu'il y a eu, en France, il y a eu forcément beaucoup d'émulsions, parce que c'était un jeu qui se passait à Paris, à une période pas si lointaine, en plus, là, en pleine Révolution française. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est déjà la difficulté que tu as pu avoir et que ton équipe a pu rencontrer, à arriver à recréer un Paris à la fois fidèle quand même à celui de l'époque, mais qui soit aussi fun à jouer, parce qu'on se doute bien que Paris à l'époque c'était pas comme ça, il n'y a pas autant de caps de partout, de maisons dans lesquelles on pouvait pénétrer aussi facilement, je pense, pour avoir joué au jeu, voilà. C'est quelles difficultés vous avez pu rencontrer et quel choix des fois il a fallu faire par rapport à ça. Ça pose la question de l'authenticité historique face au gameplay et face à la fiction. Donc on reste une œuvre de fiction, c'est important. Donc ça veut dire qu'on n'est pas parfait à 100%, mais on essaye d'être le plus fidèle possible. Donc on a sur le plancher de prod, on a 1 ou 2 historiens, ça dépend des moments, qui est tout le temps là, qui va chercher les références, qui valide le fait que ce qui est fabriqué, ce qui est produit, corresponde à des références qui sont réelles. Donc, tout ça, rien n'est laissé au hasard historiquement parlant. Après, la question que tu poses sur les intérieurs, justement, alors il y a des choses vraies, puis il y a des choses moins vraies, c'est-à-dire qu'effectivement on rentrait pas forcément facilement chez les gens. Ça c'est les besoins du gameplay, donc c'est les besoins de la fiction, on va dire gameplay interactive, etc., qui font que c'est une évolution dans le gameplay de rentrer dans les intérieurs, ça amène beaucoup de choses, donc on n'allait pas s'en priver, évidemment. Par contre, le côté donc c'est faux historiquement parce qu'on rentrait pas facilement par les fenêtres ouvertes, ça c'est un peu moins discutable. Les portes ouvertes tout le temps, ça effectivement c'est discutable historiquement, ça l'est pas du côté gameplay. Par contre, ce qui est juste historiquement, c'est que les gens étaient beaucoup dans la rue. Les gens étaient beaucoup moins à l'intérieur chez eux, donc je ne sais pas s'il y avait vraiment des portes ouvertes. Ce que je sais, c'est que les gens, en tout cas je le sais par les historiens, que les gens
gens étaient énormément dans la rue et qu'il y avait beaucoup d'échanges qui se faisaient dans la rue. Les gens étaient dehors en fait. C'est pour ça qu'on a autant de monde dehors aussi. C'est pas que pour la démonstration technologique, c'est parce que il y a un vrai sens historique là-dessus aussi. Donc c'est juste de ce côté-là. Ça allait un peu moins sur le fait qu'on rentre comme dans un moulin, oui, mais parce qu'il y en a besoin pour le jeu. Voilà. Alors justement, avant de parler du côté un petit peu historique qui a aussi fait à une époque, enfin un peu polémique à la sortie, moi je me rappelle justement quand il est sorti, Assassin's Creed, je pense que c'est peut-être un écho que vous avez entendu, c'est que tout le monde disait, enfin pour résumer, n'y jouez pas, il est buggé. Alors moi je sais que pour l'avoir testé, je l'ai pas testé Day One, justement j'ai attendu, pas forcément à cause des critiques, c'était parce que je préférais attendre et que ça fait longtemps que j'avais un peu abandonné la franchise, et j'étais très content d'ailleurs de Unity qui pour moi a rattrapé un petit peu ce qui me manquait, en tout cas dans mon expérience de joueur depuis le 2. Et justement, enfin comment vous avez pu réagir par rapport à ces histoires un petit peu de soucis, parce que tu parles de démonstration technique en mettant énormément de PNJ dans les rues. On sait que ça a fait ramer les consoles. Enfin moi ça le fait encore de temps en temps sur Xbox One. Et c'est vrai que pour tout le monde c'est un peu la folie en disant c'est des consoles nouvelle génération, c'est inadmissible, blablabla. Est-ce que c'est, enfin pour remettre en place la question, c'est est-ce que il y a eu peut-être ces bugs par manque de temps, parce que des Assassin's Creed il y en a un par an, même si vous voulez travailler plus longtemps que ça, et c'est séparé entre les différents studios, ou est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, une méconnaissance de la console, de l'outil sur lequel vous étiez, sachant qu'elle était sortie il y a tout juste un an, et puis surtout comment vous avez pu réagir et corriger au plus vite, enfin surtout toi, comment tu as réagi, comment tu as pris la chose, et quelle a été ta participation pour arriver un peu à corriger le tir et à rendre un jeu le plus agréable possible à jouer quelques jours après sa sortie. Alors non, mais c'est une question importante. On a été super frustrés, nous aussi en fait, parce je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça ne doit pas être le cas, et on n'est pas content de ce qui s'est passé. On était très frustrés de ça. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des surprises. C'est-à-dire qu'il y a un processus de travail qui est ultra maîtrisé. Et c'est pas un manque de connaissance des consoles. Il y avait des gens qui travaillaient là-dessus depuis des années. Et puis on est en relation avec les constructeurs, donc on sait ce qui va se passer. Enfin, on connaît les machines, on connaît les technologies, tout ça, on le sait. C'est plus les aspects online. Il y a des surprises sur l'online qui sont intestables, même en conditions réelles. Donc on a eu des mauvaises surprises de ce côté-là qui ont. Il y a eu une pollution en fait dans le système de connexion sur lequel on a été les premiers surpris, et pourtant on avait des bêtas fermées, et pourtant etc. Donc moi je peux dire qu'il n'y avait pas ce niveau de problème en labo de test une semaine avant. Voilà, c'est juste qu'il y a eu des mauvaises surprises. Donc en fait la réaction qu'on a eue, c'est d'une part l'équipe, je parlais de l'équipe parce que moi j'étais dans l'équipe, on n'était vraiment pas content de ça. Enfin on était un peu vert quand même, parce c'est des équipes de passionnés, donc on investit un temps considérable, on y passe du temps, on y met de l'énergie, on y met de soi en fait là-dedans, et quand ça sort et qu'on voit qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, alors qu'on n'en avait pas autant, ou en tout cas on pensait pas qu'on allait en avoir autant, malgré toutes les infrastructures qui sont censées nous protéger de ça, du coup on n'est pas content, et donc la réaction qu'on a eue, c'est on va bosser, donc les gens sont restés, l'équipe a été maintenue, et on a bossé tout ce qu'on a pu pour corriger le plus vite possible les plus gros problèmes, patch 1, patch 2, etc. Voilà. Donc c'est oui, il y a eu, je veux dire, l'ensemble d'Ubisoft, le business et la direction ont bien vu le problème. C'était impossible à rater. Donc, oui, mais je pense qu'on partageait tous cette envie de se faire pardonner par les joueurs, parce qu'on fait quand même ce genre de choses parce on fabrique de l'amusement, donc on n'a pas envie de fabriquer l'inverse quand même. Il se trouve que c'est arrivé. Donc, oui, on a essayé de se faire pardonner en offrant finalement des choses en plus qui étaient a priori au départ payantes. Voilà. Donc ça, c'était une espèce de geste de dédommagement. Je n'aime pas trop le terme parce que c'est pas réellement un dédommagement, mais c'est plus se faire pardonner. Voilà, c'est plus ce genre de choses. En même temps, donc oui, bien sûr, on pouvait que plaider coupable sur le niveau de bug qui est sorti. Oui, mais en même temps, non, mais on s'enlève pas la qualité du jeu. C'est vrai que ça rendait le jeu plus difficile d'accès. Ça posait des problèmes de ce côté-là. En même temps, il y a eu des polémiques un peu
vois, parfois malhonnête, c'est arrivé. Il y avait des polémiques où il y a des choses qui étaient mises en avant, en particulier sur le rendu des visages, etc., avec tous les bugs qu'on voyait qui correspondaient à certains types de cartes quand on n'avait pas installé les patchs, etc. Donc bon, il y a eu aussi comment je dirais ça, il y a eu un épanchement sur AC parce que c'est des séries successful et que de temps en temps, voilà, il y a besoin d'épanchement. Donc c'est comme ça, mais c'est le jeu. Mais ce que je constate, c'est qu'on n'était pas les seuls aussi dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait plein d'autres jeux qui, au moment de la sortie, avaient plein de problèmes techniques. La raison, elle est simple, c'est que les next-gen sont extrêmement complexes. Et nous, notre objectif, c'est de fabriquer la meilleure expérience possible. Donc, on monte tous les curseurs au taquet. Et puis, il se trouve qu'on s'est un peu embellé les crayons, sans s'en rendre compte. Donc ça, on pourra pas dire le contraire. Mais on se rend compte que beaucoup des autres, je parle des concurrents, je parle des gens qui sont sortis, il y en a pas mal qui ont eu le même type de problème, on n'était pas les seuls. Et puis on se rend compte que ceux qui allaient passer avec nous, en fait, ils ont tous décalé et on voit que toutes les grosses prods ont décalé parce qu'ils sont tous rendus. En fait, on a servi, on a essuyé les plâtres. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Voilà. Mais du coup, je voulais rebondir aussi sur une autre chose. Donc, tu avais parlé la réponse encore avant par rapport au côté historique. Alors, sans citer, on va dire ce que j'appellerais la polémique Jean-Luc Mélenchon, qui a pris un peu, on va dire, une ampleur un peu, on va dire, stupide à mes yeux. Je me rappelle quand même de cette phrase, on va dire, qui avait été retenue, c'est que beaucoup de gens disaient, Assassin's Creed Unity, enfin même Assassin's Creed en général, ça ne respecte pas l'histoire. Ou très peu, ça donne des fausses infos. Et la réponse d'Ubisoft de manière générale semblait avoir été, d'un autre côté, on fabrique de l'amusement et c'est avant tout un jeu vidéo. C'est vrai que c'est un loisir. Et moi, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que, parce que toi, surtout en tant que game director, tu as quand même un poste où tu diriges beaucoup de gens, tu as un impact vraiment sur le jeu qui est assez large. Est-ce qu'à un moment, il n'y aurait peut-être pas le choix pourquoi ne pas choisir d'apporter une dimension un peu éducative, comme par exemple un autre jeu d'Ubisoft, Soldat Inconnu, qui est sorti il y a quelques mois, qui lui a choisi dans sa démarche d'un côté de proposer de jouer, et si les gens le veulent, d'accéder à des infos en plus qui ont été faits en partenariat avec une asso, qui est quelque chose d'annexe et qui, je pense, pourrait en plus apporter Assassin's Creed, parce que pour le coup on a traversé, je sais plus quand ça a commencé avec Altaïr, j'ai plus la période exacte, mais on a traversé les âges depuis très longtemps. À un moment on va sûrement arriver à notre époque, je pense. Je m'en doute. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour les gens, parce que moi je sais que l'exemple tout bête, c'est que j'ai quelques amis profs d'histoire et qui à un moment regrettaient justement des fois ce manque de précision, parce qu'ils se sont dit c'est bête, je l'aurais bien conseillé à mes élèves, et du coup je me retrouve un peu limité par moment parce que j'ai peur qu'ils retirent les mauvaises infos sans forcément tailler le jeu non plus. Oui, je peux comprendre. L'objectif d'un AC, c'est pas d'être un livre d'histoire, c'est de donner envie d'ouvrir le livre d'histoire. Donc c'est pas réellement la même chose. C'est-à-dire qu'on doit être le plus fidèle possible, mais ça doit à l'histoire évidemment et à la justesse historique, mais c'est pas pour autant qu'on doit négliger le gameplay, la fiction, l'immersion et l'amusement. Donc on reste un jeu. On reste un jeu dans un contexte historique qu'on doit avoir le plus juste possible et donner envie surtout aux gens qui vont jouer d'aller plus loin s'ils en ont envie. En tout cas déjà d'apporter. C'est Spielberg quand il fait Young Indiana Jones, il essaye d'amener de l'histoire aux enfants qui vont regarder la série, parce que il sait que les cours d'histoire sont pas suffisamment attirants. Alors c'est pas pour mettre en cause les profs ou les cours, c'est pas la question. C'est juste qu'on sait qu'au travers de la fiction et de l'amusement, on arrive à intéresser et à donner un minimum de connaissances. On fait exactement la même chose. On reste dans la fiction, mais on donne un minimum de briques. On essaye de faire passer un minimum de choses. Il y a plein de détails qui sont présents, mais qui sont pas énoncés tels quels en tant que détails historiques. Mais ce que je disais tout à l'heure avec les gens étaient dans la rue, dans le jeu, les gens sont dans la rue. Donc après, on met pas un panneau pour dire alors à l'époque, les gens étaient dans la rue. Mais il se trouve que l'expérience qu'on vit correspond à ce que ressentaient les gens quand ils y étaient. Après, il y a plein de personnages qui sont des personnages historiques. Je vais dire qu'ils sont pas de premier plan, même si quand même, mais il y a une certaine hiérarchie dans les plans. On met beaucoup plus en avant quelqu'un comme Napoléon, évidemment, parce que tout le monde sait qui c'est, donc c'est plus facile de le mettre en avant. Mais si on joue aux quêtes secondaires qui sont dans le monde et qui sont pas indispensables pour finir la quête principale.
le Chevalier Déon, Madame Tussaud, Nicolas Flamel, enfin tous ces gens-là qui sont des gens de l'époque. Il y a des quêtes, qui sont dédiées. Il y a même des séries de quêtes, Nicolas Flamel en l'occurrence, et Madame Tussaud aussi d'ailleurs. Il y a des séries de quêtes qui permettent de comprendre qui étaient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, dans quel contexte ils vivaient, etc. Donc on est bien dans l'apport historique, tout en restant dans la fiction. Et voilà. Après, on peut pas nous demander de faire une simulation historique. C'est pas l'objectif. Voilà. Il y a Encarta pour ça. Non, mais ça reste super. Moi, je vois la quantité de gens là qui me parlent du jeu, etc. Et on voit là sur le salon le besoin imaginaire. C'est là. C'est un vecteur incroyable pour intéresser les gens à des choses qui sont un peu plus sérieuses et pas forcément faciles à digérer, parce qu'il faut faire des gros efforts pour apprendre l'histoire. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, mais voilà, ça fait partie de notre job, de notre mission. On peut appeler ça comme ça, mais c'est important de le faire. Au Québec, il y a des profs d'histoire qui prennent assez Unity et qui prennent les autres assez et qui donnent des cours avec. Voilà. Donc ça existe quand même. Après, c'est une question de perception de la part des profs. C'est pas tout le monde forcément qui a non plus la PS4 pour le coup. Ouais. Pour le coup, c'est vrai qu'on est sur un jeu qui s'adresse qu'à une petite partie pour l'instant des gens, parce que au final ces consoles se sont pas pour l'instant si bien vendues que ça. Enfin, ça a bien marché, mais on est dans l'ensemble sur des gens qui restent encore sur la 360 et la Xbox One. Ouais, le taux d'équipement, le taux d'équipement, on voit les ventes next-gen, elles sont très 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 bonnes. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas à 5 ans après la sortie des next-gen, donc par définition, il y a le parc installé est moins important que les old-gen. Mais la courbe de croissance de l'équipement, là, il est plus important que les précédentes gen. Donc, et honnêtement, quand on regarde, alors je vais pas vous les donner, mais quand on regarde les chiffres de vente entre un Unity et un Rogue, c'est pas une question de qualité de jeu, c'est une question d'équipement. Bah voilà, il n'y a pas photo quoi. On voit bien que le marché s'est déporté sur la next gen. Alors là, je vois une question plus personnelle qui concerne un peu le jeu vidéo. Je prendrais pour exemple ici donc CD Projekt qui développe donc The Witcher. Prochainement The Witcher 3, et eux en fait ont une approche assez intéressante je trouve du jeu, c'est-à-dire que quand ils vont sortir The Witcher 3, bon alors ça ils ont deux choses qui m'intéressent, en tout cas que je trouve sympathiques dans leur démarche. C'est que la première, ils autorisent les copies piratées, un peu comme ça avait été fait pour Hotline Miami, en disant si vous aimez le jeu en soi on veut pas vous empêcher d'y jouer. Bon, ce qui après bien sûr peut être compréhensible, je peux comprendre qu'un éditeur refuse parce que il peut y avoir un manque à gagner, et on est aussi dans une industrie qui a sa véritable économie maintenant. Donc c'est là-dessus, c'est vrai que je peux comprendre qu'on puisse ne pas apprécier, mais ils ont quelque chose d'autre qui est bien, c'est que par rapport à tout ce qui est contenu additionnel, ils ont annoncé justement qu'à l'exception d'un contenu, tout serait gratuit. Donc ça va de l'ordre de l'esthétique aux véritables quêtes annexes qui prennent vraiment du temps. Et dans un communiqué récemment, c'est le PDG, si je dis pas de bêtises, qui a dit on vous oblige pas à acheter le DLC. Il fait tester d'abord tout ce qu'on vous offre avant. Si vous le voulez, achetez-le. Et vous verrez, en fait, à l'acheter c'est une façon de nous soutenir, mais on vous oblige pas, vous avez le droit de pas aimer le jeu, vous avez le droit de le descendre, vous avez le droit de vouloir l'avoir que gratuit, parce que c'est vrai que les jeux aujourd'hui c'est mine de rien cher, enfin c'est 70 € à peu près un jeu next gen, ce qui mine de rien fait un mois de course pour une personne. Et moi j'aimerais savoir un petit peu ta position par rapport à ces gens-là, ce type de comportement qu'on commence à retrouver un petit peu partout, comme je disais Hotline Miami aussi, le créateur a été un des premiers à lui-même mettre le jeu en fait en ligne en téléchargement illégal pour dire aux gens mais jouez-y, et du coup ça a donné Hotline Miami Wrong Number par exemple. J'en ai pas forcément d'autres en tête, mais voilà, j'aimerais avoir un peu ton point de vue là-dessus et peut-être sur l'évolution que ça peut avoir à l'avenir dans le monde du jeu vidéo, on va dire professionnel tel qu'on le connaît. Pour moi, il y a deux sujets là-dedans. Il y a en tant que développeur ou créateur de jeux vidéo, on a envie qu'un maximum de gens jouent avec. Donc, moi, si le jeu il est gratuit ou s'il coûte pas cher et qu'il y a un max de gens qui jouent avec, c'est super. Après, il y a l'autre côté, parce si on veut pouvoir continuer à en faire, il faut quand même vendre des boîtes et puis pouvoir vivre de ça. Donc, c'est l'aspect plus business et plus market. Ce que font Witcher et Hotline Miami, ils sont en train de faire l'acquisition avec potentiellement deux objectifs. Le premier étant peut-être de faire de la monétisation
dans le jeu, parce que plus tu ramènes de gens et après tu as des pourcentages de gens qui achètent des choses dans un jeu, donc si tu ramènes beaucoup de gens, tu auras plus de revenus qui viennent de là. Donc manifestement il y a une volonté d'acquisition là-dessus. Je sais pas, peut-être c'est pas le cas d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y aura pas de monétisation dedans, mais soit c'est ça, soit c'est simplement pour la suite. C'est un marché qui est ultra compétitif, qui coûte extrêmement cher, donc il faut exister. Pour exister, il faut qu'il y ait des gens qui jouent à son jeu, donc plus on peut aller chercher des joueurs et mieux c'est. Donc c'est une façon d'aller chercher des joueurs, là je parle business, hein, je parle pas création, mais évidemment c'est une façon de faire de l'acquisition qui est, je sais pas si elle sera efficace ou pas parce que c'est pas mon métier, mais c'est assez flagrant. Voilà, oui, Hotline Miami 2 se vend très très bien parce que le 1 était accessible. Bon bah voilà. Ah non, mais ça, alors on parle pas de qualité de jeu, parce que si le jeu était mauvais, de toute façon, tu peux le donner gratuit, les gens reviendront pas. Donc ça, c'est la conditionnelle de départ, c'est le jeu doit être bon. Si le jeu est pas bon, c'est pas la peine. Mais après, le jeu est bon, ok, super. Comment on va faire pour faire venir un maximum de joueurs et avoir un maximum de revenus? Voilà. Bon, quand je dis un maximum, il s'agit pas de faire de l'exploitation. Le but, c'est pas de faire de l'exploitation. Le but, c'est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir en faire d'autres et en vivre. Voilà. Après, quelqu'un qui fait du business, il va essayer d'en gagner encore un petit peu plus pour développer des nouvelles possibilités, etc. C'est ça le but d'une entreprise. Il ne s'agit pas de devenir riche et d'exploiter les gens, c'est pas la question. On reste là pour fabriquer des expériences, mais on voit bien qu'ils sont. Enfin, en tout cas, moi, je le comprends comme ça. Voilà. C'est ma vision à moi. On va terminer juste avec une dernière question, justement en parlant tu parlais de fabriquer des expériences. Est-ce que toi, en tant que game designer, si tu avais la possibilité, on va dire, de faire vraiment ce que tu voulais, c'est-à-dire que tu ne dépendes pas d'un studio comme Ubisoft qui t'appelle pour une commande, parce qu'en soi c'est un peu le principe. Enfin, t'apportes ta patte, mais tu dois réaliser aussi, je pense, ce que le studio te demande. Voilà. Oui, ça. Est-ce que toi, si tu avais l'opportunité d'avoir, on va dire, ton studio, quel type de jeu tu aimerais créer, s'il y en a plusieurs, s'il y en a qu'un, vraiment voilà, sans limitation, on va dire, d'équipe ou de frais, vraiment ce qui toi te ferait plaisir, ou peut-être ce qui manque aux jeux vidéo à l'heure actuelle, je sais pas. C'est marrant parce qu'on m'a souvent posé la question de si c'est quoi le jeu que tu as envie de faire. Alors, en fait, le jeu que j'ai envie de faire, il change avec les années. C'est-à-dire, moi, je suis un peu dans la position d'un réal de ciné. C'est-à-dire, il me semble que quelqu'un qui est dans ce métier-là a pas une idée en tête qu'il veut absolument faire, et puis le reste, tu vois, une fois qu'il l'a fait, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, t'as plein d'envies, t'as envie de parler de plein de trucs, t'as envie de faire plein de choses, puis ça change avec le temps, puis il y a des choses que tu arrives à faire, puis des choses que tu n'arrives pas à faire. Moi j'ai fait de l'indie, j'ai fait presque tous les genres de jeux, j'ai fait de l'indie, j'ai fait du gros triple A, bon voilà, ça c'est des cases qui sont faites. Je crois que fondamentalement mon boulot c'est un boulot de designer, c'est-à-dire être capable de comprendre où sont les envies, les besoins chez des gens, soit parce que je les ressens, soit parce que je les constate, soit par plein de raisons, et être capable de les remplir. C'est ça mon boulot. Les remplir à ma manière, voilà, bien sûr, parce qu'il y a un filtre personnel derrière, mais c'est ça mon boulot. Donc si y a un besoin demain qui est de jouer à tel type de jeu qui n'existe pas encore parce que les évolutions techno ou les évolutions culturelles ou je sais pas quoi fait que on ressent tous qu'on a besoin de ça, ben voilà, mon boulot ça va être de répondre à ça. Mais comme un architecte, le boulot d'un architecte c'est de fabriquer une expérience de vie dans un lieu. Donc c'est de fabriquer un lieu au service d'une expérience de vie. Bon bah voilà, c'est pareil. Donc c'est pas une question de c'est pas une question de volonté personnelle. Évidemment, il y a des envies, mais c'est pour ça que le côté commande entre guillemets, parce qu'en étant employé d'Ubi, forcément, on va me proposer des projets. Je peux dire non. J'ai le droit aussi de dire non, mais puis on va me proposer autre chose. Mais en fait, on va me proposer de travailler sur un jeu comme Assassin. Ce que je vais essayer de faire, c'est de comprendre quels sont les besoins des joueurs et comment est-ce qu'on peut arriver à fabriquer l'expérience qui soit la mieux possible. On reçoit des trucs, on en redonne. Voilà, c'est le fond du métier, c'est celui-là en fait. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie en tout cas pour ton temps.